Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Au sommaire de cette édition, selon un décret présidentiel, puisque Kokovi Agbetome n'est plus ministre de la Justice et de la Législation, il a été remplacé par Mipombe Nam Tougli. Quels sont les défis qui attendent le nouveau garde des Sceaux? On y revient. Un projet de loi relatif à la profession d'architecte dans le pays a été adopté. Ceci dans le but de renforcer la contribution des architectes au projet de construction de logements sociaux du gouvernement. Au-delà de nos frontières, au Tchad, alors que les élections présidentielles sont attendues, avant fin 2024, Mahamat Idriss Déby a été désigné comme candidat à l'élection présidentielle par son parti MPS réuni en congrès. Une désignation qui fait débat alors que le président de la transition n'a pas encore dit oui. Puis aux Comores, la commission électorale du pays a donné les résultats de l'élection présidentielle de dimanche dernier. Azali Assoumani, le président sortant, est réélu président au premier tour du scrutin alors que l'opposition dénonce des fraudes électorales. Plus de précisions dans un instant, restez avec nous. Rebonsoir à toutes et à tous. Le gouvernement togolais vient de connaître un remaniement. Selon un décret présidentiel, puisque Kokovi Agbetome n'est plus ministre de la Justice et de la Législation. Il cède sa place à Mipombe Nam Tougli. Puisque Kokovi Agbetome n'est plus ministre de la Justice et de la Législation, il est remplacé par Guy Mipombe Nam Tougli selon un décret présidentiel rendu public ce mardi. Pour le moment, aucune raison n'est évoquée pour son départ de l'équipe gouvernementale. Nommé à ce poste depuis juin 2015, puisque Agbetome a essayé de marquer ce département à travers l'adoption du Code de l'organisation judiciaire. Son remplaçant, Guy Mipombe Nam Tougli, enseignant-chercheur et précédemment membre de la Cour constitutionnelle, va devoir relever les défis et sortir la justice togolaise de l'ornière et de redorer son blason. Rappelons aussi que la corruption a mis la justice togolaise à terre. Le principal problème de ce secteur est le manque de confiance entre la justice et les citoyens. Ce manque de confiance, dû aux difficultés d'accès à la justice, son manque d'efficacité dans le traitement de certains dossiers, autrement dit, une justice à deux vitesses, le nouveau ministre, face à cette situation, a de lourdes responsabilités. Les déclarants en douane ont décidé d'une cessation de leurs activités au port autonome de Lomé. Une augmentation des frais d'échange documentaire a été à la base de cette décision. Elle est intervenue après des tentatives infructueuses auprès des maisons de consignation pour trouver une solution. Récit de Kofi Kliké. Les déclarants en douane au port autonome de Lomé ont décidé mardi de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes leurs activités. Ils estiment que la communication ne passe pas bien entre les maisons de consignation et eux. Selon les déclarants en douane, il y a quelques jours, ils ont remarqué une augmentation unilatérale des frais d'échange documentaire par les maisons de consignation. Le 4 janvier dernier, ils s'étaient retrouvés pour réfléchir à la réplique de cette augmentation. 2 semaines de démarches pour trouver une solution ont été infructueuses puisqu'aucune convocation pour dialoguer n'a été adressée au syndicat des déclarants en douane. En assemblée générale ce mardi, ils ont décidé de suspendre toutes leurs activités pour essayer de trouver une solution à cette augmentation qu'ils jugeaient préjudiciable. D'après les témoignages, l'arrêté ministériel de 2007 fixait les frais d'échange documentaire à 15 000 francs. Au fil des années, cette augmentation a atteint 32 000 avec la récente augmentation de l'ordre de 4 700 francs CFA. Selon les déclarants en douane, cette dernière augmentation en est une de trop. Le Togo modernise sa loi sur les architectes pour s'adapter aux besoins actuels, notamment dans le cadre de la construction de 20 000 logements sociaux. Plus de précisions dans cet élément d'Harold Messan-Atto. Le Togo s'engage dans une modernisation majeure de la loi sur la profession d'architecte datant de 1990 afin de l'adapter aux besoins contemporains du secteur.
Cette initiative prend place dans le contexte de la construction de 20 000 logements sociaux abordables, un projet d'envergure gouvernementale. Les objectifs de la révision législative sont multiples. La nouvelle loi définira les conditions d'exercice des architectes, précisera leur mission, établira les modalités de prestation de serment, déterminera la composition du Conseil supérieur de l'ordre national et régulera l'établissement des architectes étrangers sur le territoire. L'implication des architectes dans le projet de logement abordable est au cœur de cette modernisation. En offrant un cadre législatif plus adapté et stimulant, le Togo cherche à favoriser une participation active de ses professionnels à la réalisation concrète du projet. Actuellement, le Togo compte 126 architectes, selon les données de l'Ordre national des architectes ONAT. Cette initiative s'inscrit dans une vision du pays qui aspire à créer un environnement réglementaire propice à la réalisation des projets de développement du pays. La modernisation de la loi sur la profession d'architecte reflète l'engagement du Togo à actualiser ses lois et réglementations, répondant ainsi aux défis actuels et favorisant une croissance soutenue. Une étape cruciale pour le développement du secteur de l'architecture est la réussite des ambitions nationales en matière de logement. Et puis la situation des enfants en Afrique de l'Ouest en ce qui concerne l'accès à l'hygiène et à l'eau potable n'est pas reluisante. Selon l'UNICEF, la situation est déjà critique. Il faut agir pour que celle-ci ne se détériore pas plus. Retour sur cette situation dans cet élément de Inyunam Agnamblé et de Kofi Kliki. L'Afrique fait face à une catastrophe hydrique. Si les chocs liés à l'eau et au changement climatique se multiplient à l'échelle mondiale, aucun autre continent ne présente une conjugaison de risques aussi dangereuse pour les enfants. Fin de citation. C'est le tableau de l'Afrique peint par le directeur des programmes au Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Ces menaces sont l'inadéquation des services d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'hygiène, les maladies résultant de cette situation et les aléas climatiques. Si la situation n'est pas aussi alarmante au Togo, elle l'est bien au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, au Niger, au Nigeria, entre autres. En conséquence, ces pays enregistrent le taux le plus élevé de mortalité infantile dû à des maladies provoquées par des services d'approvisionnement en eau et services d'hygiène inadéquats. Nombre d'entre eux ont connu des épidémies de choléra en 2023. De surcroît, ces pays figurent parmi les 25% les plus exposés aux menaces climatiques et environnementales. Selon l'UNICEF, alors que les conditions actuelles sont déjà difficiles, il urge d'agir de peur que l'avenir ne soit bien plus sombre encore pour les enfants. La page internationale à présent aux Comores, selon les résultats de la Commission électorale nationale du pays, le président sortant Azali Assoumani a été réélu pour un troisième mandat dès le premier tour des suffrages avec 62,97% des voix. Cependant, l'opposition conteste ces résultats dénonçant des fraudes électorales et des bourrages d'urnes. Azali Assoumani, 33 209, soit 62,97%. L'annonce était attendue et elle ne surprend personne. Après 2 jours mouvementés, le président sortant Azali Assoumani est réélu dès le premier tour selon les résultats provisoires annoncés par la commission électorale. Azali Assoumani remplit ainsi pour un troisième mandat consécutif à la tête de l'archipel. D'abord, nous féliciter de la façon dont sont passés. Et puis souhaiter que les gens vont suivre les voies légales pour la contestation au niveau des structures agréées et que lorsque les résultats finaux vont être donnés, tout le monde va se concentrer et se contenter de ça et que tous on soit unis pour le développement de notre pays dans la paix et la sécurité, Inch'Allah. La Cour suprême des Comores a 5 jours après les élections pour confirmer les résultats. Des résultats sans surprise dénoncés par l'opposition. Dès dimanche, le jour du vote, elle n'a cessé de pointer du doigt des fraudes électorales et des bourrages d'urnes. Ce mardi soir, les leaders de l'opposition étaient injoignables, mais avant même l'annonce des résultats, ils ont réitéré leurs accusations dans ce communiqué. À la suite du premier tour de l'élection présidentielle du 14 janvier qui a eu lieu en Union des Comores, ce sont les candidats de l'opposition qui sont arrivés en tête sur les suffrages exprimés, malgré le bourrage des urnes, les fraudes et les intimidations de la part du régime en place.
Azali Assoumani devrait ainsi être à la tête de l'archipel jusqu'en 2029. Depuis l'année dernière, il assure également la présidence tournante de l'Union africaine. Le Tchad se prépare pour les élections de fin 2024 qui marquera ainsi la fin de la transition. Mahamat Idriss Déby Itno, le président de la transition, est désigné candidat à l'élection présidentielle par son parti, le Mouvement patriotique du salut. Il n'a pas encore dit oui, mais cette désignation fait réagir la classe politique. Reportage. Il pourrait être le visage du mouvement patriotique du salut à la prochaine élection présidentielle. Samedi dernier, le président de transition tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a été désigné candidat par le parti de son défunt père, réuni en congrès à N'Djamena. Le premier intéressé n'aurait pour cela pas été consulté, il n'aurait pas non plus donné sa réponse. Quoi qu'il en soit, cette désignation fait réagir la classe politique et est dénoncée par l'opposition. S'il a dit qu'il fait bien, il laisse maintenant ouvert la lutte politique et la compétition politique. Autrement dit, il l'a confisqué. Il l'aura confisqué. Proclamé président de transition par l'armée le 20 avril 2021, après la mort de son père Idriss Déby Itno, Mahamat Déby avait alors promis des élections après une transition de 18 mois. Le régime de transition a finalement été prolongé de 2 ans et la donne, elle, a changé. La candidature du président de transition à la présidentielle est en effet aujourd'hui possible grâce à l'adoption par référendum de son projet de nouvelle constitution en décembre dernier. Il avait pour cela pu compter sur le ralliement de son principal opposant, Succès Masra, un soutien largement récompensé puisque ce dernier a depuis été nommé Premier ministre. Personne ne pouvait imaginer que Succès Masra allait être président des transformateurs qu'il est, allait être aujourd'hui Premier ministre de transition de la République. Ça veut dire que nous avons un homme à la tête de l'État qui est capable de faire une large ouverture. La nouvelle constitution n'interdit aucunement aux acteurs de transition de se présenter comme candidat au poste supérieur de la République. Aux Tchadiens maintenant de désigner ou d'élire leur président. L'élection présidentielle est prévue cette année. La date exacte n'est toujours pas connue. Et puis ce mardi, le fils du président somalien Mohamed Hassan Sheikh Mohamud a été condamné à 2 ans et demi de prison par un tribunal d'Istanbul. Il est reconnu responsable d'un accident de la circulation mortel survenu le 30 novembre dernier. La peine de prison a été convertie en une amende, une décision qui a suscité bon nombre de réactions. D'autres précisions dans ce reportage. En Turquie, un tribunal d'Istanbul a reconnu le fils du président somalien coupable de la mort d'un coursier à moto et l'a condamné à 2 ans et 6 mois de prison. Le fils de Mohamed Hassan Sheikh Mohamud avait percuté par l'arrière avec sa voiture le scooter d'un livreur décédé quelques jours plus tard à l'hôpital. La peine, jugée légère par la famille qui pleure la mort du jeune homme, a été aussitôt convertie en amende d'un montant de 27 300 livres turcs, soit 830 €. Le verdict consiste en une simple amende à payer. Nous allons faire appel de ce verdict. Nous avons porté cette affaire devant le tribunal et poursuivrons notre action. Le 30 novembre dernier, le fils de Mohamed Hassan Sheikh Mohamud du même nom a été accusé d'avoir causé la mort par négligence après qu'une voiture diplomatique qu'il conduisait a heurté Yunus Emre Gosser, 38 ans, sur une autoroute d'Istanbul. Cette affaire avait embarrassé la Turquie, très proche de la Somalie, et suscité une vive émotion dans l'opinion publique turque. Nous avons suivi l'audience en étant perplexes parce que l'accusation dans ses propos fait porter 75% de la responsabilité au conducteur, le fils du président somalien, affirmant qu'il est fautif. Quant à Yunus Emre, il a attribué 25% de la responsabilité secondaire sur la base d'un rapport d'experts, parce que ce dernier n'aurait pas prêté l'attention requise à ses rétroviseurs. Le mandataire du père de Yunus Emre Gosser a déclaré qu'il porterait plainte. Un membre de la famille de la victime espérait voir Mohamed Hassan Sheikh Mohamud sanctionné par une vraie peine d'emprisonnement. Quelques jours après l'accident, le fils du président somalien avait pris la fuite et fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Pour les militants des droits de l'homme, ce procès a été expéditif et injuste. La vie d'un coursier à moto ne peut pas valoir 27 000 livres turcs lorsque la partie adverse est responsable à 75%. Ce verdict a été commué en une amende de 27 000 livres turcs et le permis de conduire du fils du président somalien a été suspendu pour 6 mois. C'est ça la justice ? Le fils du président somalien, qui avait quitté la Turquie dans les jours suivant l'accident,
était revenu le 12 janvier pour comparaître devant le tribunal en toute discrétion. Il en était ressorti libre. Le mandat d'arrêt et l'interdiction de voyager imposée à Mohamoud ont été révoqués après une déclaration aux fonctionnaires du tribunal. Toute autre actualité à présent, Kaveh Zahedi, chef de la division climat de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a souligné l'importance des systèmes agroalimentaires dans la lutte contre le changement climatique. Bien que les systèmes agroalimentaires contribuent à environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre, ils offrent également un potentiel considérable pour des actions climatiques positives. D'autres précisions dans ce qui suit. L'agriculture peut jouer un rôle central dans la lutte contre le changement climatique, tout en garantissant la sécurité alimentaire mondiale, a déclaré Kaveh Zahedi, chef de la division climat du FAO. Ces commentaires interviennent alors que 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Nous ne devons pas devenir insensibles à ces records qui s'accumulent, car ils ont des implications en termes d'augmentation de la fréquence des événements météorologiques extrêmes, des incendies de forêt, des sécheresses, des inondations, etc. Et cela nous impacte tous, en particulier la communauté agricole. Bien que les systèmes agroalimentaires contribuent à environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre, Zahedi estime qu'ils ont également le potentiel de générer des actions climatiques positives. Les fermes ne doivent pas seulement être des producteurs de denrées alimentaires, elles peuvent être des générateurs d'énergie renouvelable pour alimenter les serres, l'irrigation. Cette énergie peut être partagée dans le réseau en transformant les déchets agricoles en biocarburants. Ce sont des solutions intelligentes et c'est exactement le type de travail que nous soutenons. Selon lui, grâce au partenariat avec le Fonds pour l'environnement mondial, la FAO soutient plus de 120 pays dans des projets locaux qui apportent des avantages environnementaux dans le monde entier. Près d'1,5 milliard de dollars ont été mobilisés et ces fonds ont été spécifiquement mis en œuvre pour concrétiser ces solutions et gérer les terres et les mers de façon durable. Ce portefeuille a rapporté des dividendes extraordinaires. À l'horizon 2050, le changement climatique pourrait rendre jusqu'à 10% des terres arables du monde inutilisables. Le tabagisme est en baisse à l'échelle mondiale. C'est ce que révèle un récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Les données montrent que 150 pays ont réussi à réduire la consommation de tabac. En 2022, environ un adulte sur 5 dans le monde fumait ou consommait des dérivés du tabac contre 1 sur 3 au tournant du millénaire. Le nombre total de fumeurs adultes dans le monde a régressé. C'est le principal enseignement du rapport sur le tabagisme publié mardi par l'OMS. La région Afrique de l'OMS est la mieux notée. Sa prévalence est passée d'une moyenne de 18% en 2000 à moins de 10% en 2022, alors que l'Europe est la région qui inquiète le plus. La bonne nouvelle, c'est que 1,25 milliard de personnes fument encore. C'est le dernier chiffre que nous avons tiré du rapport sur les tendances mondiales que nous publions aujourd'hui. Mais cela signifie aussi que nous avons 19 millions de fumeurs de moins qu'il y a 2 ans. C'est la première fois que nous constatons une telle baisse. Au moins 37 millions d'enfants âgés de 13 à 15 ans consomment actuellement du tabac sous une forme ou une autre. Au Royaume-Uni, la consommation des e-cigarettes par cette tranche d'âge a connu une augmentation de 150% au cours des 3 dernières années. Quelques pays ont interdit les e-cigarettes, ce dont nous nous félicitons. Si vous ne l'avez pas fait, vous devez prendre des mesures réglementaires très strictes, ce qui signifie que vous devez veiller à ce que les enfants n'aient pas accès aux e-cigarettes. L'OMS appelle notamment à lutter contre l'accès des enfants aux e-cigarettes et vapes sur Internet.
C'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous et retrouvez Gloire le Donon demain pour un autre tour de l'actualité.